Donc, je me présente, je suis Bernard Nicosien, j'interviens pour Artemis Méditerranée. On va essayer, donc sur la Twitter qui arrive, on va essayer d'aborder le sujet de la gouvernance de Teams. Donc, je serai accompagné de Anis. Si vous avez des questions, vous pouvez interagir. On a réservé un slot à la fin de la présentation pour toutes les interactions et les questions que vous pouvez vous poser. Voilà, donc on va essayer de faire rapidement un petit tour de qui est Artemis, comme ça vous aurez un petit peu ça, votre présentation. Euh, donc, euh, donc, Artemis, qui vous a fait aujourd'hui, c'est un groupe, une société de services qui intervient donc, au niveau national et pas que. C'est un peu plus de 750 collaborateurs, donc ça devrait être 800 à la fin de l'année, si tout se passe bien. Bon, c'est un groupe qui a 35 ans d'existence, qui est très présent dans pas mal de domaines de l'IT. On a des implantations un petit peu partout en France et en Europe. On intervient sur des domaines assez larges au niveau de l'IT, donc que ce soit la partie infra, cloud, toute la partie DevOps, tout ce qui est end-user, ça peut être le poste de travail, mais ça peut être aussi tout ce qui est infogérant. Donc on a aujourd'hui un centre de services qui délivre un certain nombre de services pour nos clients de toute nature. On verra tout à l'heure. Voilà, on traverse également toute la partie, toutes les couches applicatives, sur la partie décisionnelle, sur la partie management. Donc ça, c'est un des sujets, le sujet d'aujourd'hui, notamment la partie management. Si je suis devant l'écran, vous me le dites. Éviter de masquer les. La particularité d'Artemis, c'est d'être très présente dans le monde Microsoft depuis très longtemps. Partenaire Microsoft. Les derniers statuts en date, c'est Microsoft Solution Partners, qui est un statut assez compliqué à obtenir. On veut ce label chez Microsoft, c'est assez compliqué parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de certifications, beaucoup de projets réalisés. Et on a aussi la particularité d'avoir 4 MVP qui, dans l'univers Microsoft, sont les, on va dire, des sachants plus, des gens qui ont une très très forte expertise sur un domaine particulier. Donc on a des MVP sur la partie 365, on a des MVP sur des domaines divers et variés. Donc, on intervient dans plusieurs domaines d'activité. On intervient dans tout ce qui est dans l'assurance, l'énergie, l'industrie, avec des références prestigieuses. Voilà. C'est un tour d'horizon assez rapide. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur Artemis, n'hésitez pas à faire la présentation pour questionner. Alors, je vais passer la parole à Anis, qui est consultant chez Artemis et qui intervient sur la souris. Ok, alors bonjour tout le monde. Je vais me mettre là, en fait, ce sera mieux. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la gouvernance de Teams. Alors, j'ai compris que vous êtes un peu tous là pour parler exactement de ça. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais me présenter peut-être mon équipe un peu plus, histoire de se connaître un peu. D'accord? Alors, qui suis-je? Ça, c'est moi, petite photo. Alors, chez Artemis, mon équipe a 2 casquettes. D'accord? On a une casquette architecte de solutions. Donc, on crée des solutions pour nos clients. On a une autre casquette expert Microsoft 365. Donc, on accompagne nos clients, par exemple, dans la gouvernance de Teams. D'accord? Et aussi d'autres projets. Donc, ce que je vais faire pour concrétiser tout cela, c'est que je vais vous donner des exemples de projets que j'ai eu durant les derniers mois, d'accord, pour chacune de ces casquettes. Je vais commencer par architecte de solution. Donc là, par exemple, c'est un projet sur lequel on a travaillé pour Accent. Il y a environ 2000 utilisateurs qui utilisent cette application-là. Donc, c'est une application web qui n'est accessible uniquement en interne, d'accord, et qui utilise les technologies d'LLM, Large Language Models, donc tout ce qui est ChatGPT. Et ce qu'on a fait, par exemple, donc un des modules de cette application-là permet à l'utilisateur de rajouter des documents et de discuter avec ces documents-là. D'accord? Ou bien, par exemple, de rattacher un site SharePoint et de poser des questions à ce site SharePoint-là. Dans ce site, il y a plein de contenu, il y a plein de documents. Et grâce à cette technologie de l'IA, on peut discuter et avoir des réponses. Le but, c'est d'augmenter la productivité au fait des études. Oui, monsieur. Oui. Je vous entends. OK. Quelle heure? 12h15, d'accord. Parfait. OK.
Donc voilà, ça c'était pour Access. On utilise, donc on a créé une application web sur Azure, accessible en interne, qui utilise VIA. D'autres solutions sur lesquelles on travaille, c'est pas de là, c'est de là. Voilà. C'est la Power Platform. Alors la Power Platform, c'est quoi? C'est des applications que Microsoft a créées qui permettent aux utilisateurs de créer des solutions. Donc, un exemple, c'est Power Apps. Power Apps, donc application, qui permet avec des technologies low-code, donc sans vraiment coder, de créer des applications très rapidement. On a aussi du Power Automate, qui est pour l'automation. Aussi, c'est low-code, très facile, drag and drop. D'accord? On écrit des petites formules, rien de compliqué. On arrive à créer des solutions très rapidement. Pour cette compagnie-là, la compagnie des Alpes, on a créé un outil de facturation en très peu de temps qui utilise des technologies low-code. D'accord? Donc ça, c'est un autre exemple. À part tout ce qui est Azure, on peut faire aussi des solutions avec les outils que vous payez déjà, avec les licences que vous avez. Ensuite, il y a toute la partie expert Microsoft 365. Donc là, c'est deux projets qui sont très similaires pour Accuracy et pour Valmont. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé ces entreprises-là à passer sur Microsoft Teams, à gouverner Teams, à faire les configurations, à créer un plan d'adoption pour 600 utilisateurs et 200 utilisateurs, à exécuter ce plan-là, donc donner les formations, etc. D'accord? Donner le contenu, créer des champions. Donc, voilà, trouver les personnes qui sont aptes à apprendre ces technologies-là pour qu'ils puissent apprendre le reste. Donc, voilà, tout ce plan d'adoption-là et son exécution ont été fait. Et ça marche aussi très bien. D'accord? On a beaucoup d'expérience ensemble. Donc, voilà. Donc, maintenant que j'ai fini cette petite présentation, je vais entrer dans le plan du sujet qui est vers une meilleure gouvernance de Teams. D'accord? Donc, comment gouverner Teams? Pour faire ça, je vais le faire en fait en 5 étapes. La première, c'est, donc, on l'a appelé gouvernance, c'est vraiment expliquer pourquoi gouverner Teams est compliqué. Alors, on a plein de clients, ils ont tous la même problématique. On veut gouverner Teams, mais on trouve que c'est très compliqué. Les configurations sont partout. L'outil n'est pas très facile à utiliser, que ce soit pour les administrateurs ou pour les utilisateurs. Comment est-ce qu'on gouverne? Donc, c'est la première question qu'on va voir. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de gouverner? Ensuite, on va voir qu'est-ce que Microsoft nous offre. Donc, je vais vous expliquer ce que Microsoft nous offre pour résoudre ces problèmes-là. Le problème, par contre, c'est que Microsoft nous offre des solutions, mais ces solutions ne couvrent pas tous les problèmes. Et là, on va parler, au fait, des gaps, des trous dans la raquette. Qu'est-ce que Microsoft ne nous offre pas? Et le fait que Microsoft ne nous offre pas ces solutions fait que dans le marché, il y a des compagnies qui ont créé des solutions pour remplir les trous de la raquette. D'accord? Donc, on va parler un peu de ces solutions-là. On va finir par vous donner une alternative, donc une solution qu'on a créée. D'accord? Vu qu'on est des consultants, des experts Microsoft 365 et qu'on crée des solutions, voilà, après plusieurs projets avec nos clients, on s'est retrouvé en train de créer une solution qui est un peu similaire pour tout le monde. On va aussi vous expliquer c'est quoi cette solution. D'accord? Donc, voilà, je vais me lancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre. C'est l'autre. OK. Alors, pourquoi la gouvernance des teams est-elle complexe? Alors, il y a 3 enjeux prioritaires. La première, c'est la gouvernance des équipes. Je veux dire quoi par équipe? Donc, quand vous rentrez dans Teams, il y a des applications à gauche. Il y a une application qui s'appelle Teams qui vous permet de créer des groupes. Donc, la collaboration se fait sur ces groupes-là. Donc, le premier enjeu qu'on a, c'est comment est-ce qu'on crée une gouvernance pour gérer la création ou la vie de ces groupes-là. La deuxième, c'est gérer les externes et les invités. Donc, aussi, ça, c'est un autre enjeu hyper compliqué que je vais aborder. Et finalement, expliquer le fait, donc pourquoi est-ce que c'est complexe de gouverner Teams? Parce qu'il y a un écart entre la propriété et la responsabilité. Donc, moi, je suis un utilisateur, je crée des équipes, mais ce n'est pas moi qui est responsable de les gérer. Là, ce qui fait qu'il y a un écart entre les deux personnes, entre l'IT et les utilisateurs, ce qui fait que gouverner devient un peu compliqué. Je pense que vous vivez ça un peu chez vous. D'accord? Donc, le premier point, c'était la gouvernance des groupes Teams, d'accord? Donc, des équipes. On parle toujours d'effet WhatsApp quand on parle de ce sujet-là. Et ça veut dire quoi l'effet WhatsApp que je veux dire par là? Donc, en fait, si vous ouvrez votre WhatsApp aujourd'hui et si vous recherchez anniversaire, vous allez voir plusieurs groupes d'anniversaire que vous n'avez plus besoin. D'accord? L'anniversaire 2016 de Jonathan, par exemple, très bien. Aujourd'hui, personne n'utilise ce groupe-là. Et sur WhatsApp, ce n'est pas un problème vu que c'est gratuit, mais sur Teams, c'est un problème puisqu'on paye les ressources. D'accord? Donc, ce groupe inactif, on est en train de le payer. Et donc, ce qu'on voit, c'est que Teams devient un peu comme WhatsApp. Il y a des équipes dans tous les sens. Il y a des équipes qui sont inactives. Il y a des équipes sans propriétaire.
l'utilisateur trouve très difficile de trouver de l'information. Donc, à la place d'avoir 3 équipes qui l'utilisent, il y en a 36, il utilise 2 ou 3, ce qui devient un peu compliqué pour l'utilisateur et pour l'IT de gérer. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrive à cet effet WhatsApp-là? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ne pas arriver là, il faut pouvoir gérer le cycle de vie des équipes. Je ne veux dire pas par le cycle de vie, je veux dire par la création, la vie et la fin de vie d'une équipe. Quand on arrive à contrôler ces 3 étapes-là, on pourra facilement contrôler Teams. Donc, je vous donne un exemple. Sur Teams aujourd'hui, n'importe qui peut créer une équipe, que ce soit un stagiaire ou le PDG de la boîte, tout le monde peut créer des équipes. Il n'y a pas vraiment de contrôle sur la création. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec plein d'équipes. Ensuite, il n'y a pas de contrôle sur la fin de vie. Donc, cette équipe a été créée. Il n'y a rien qui nous dit, écoutez, cette équipe va vivre 2 mois parce qu'après, je n'ai plus besoin et puis elle va mourir. Il n'y a pas vraiment de contrôle sur ça. Et finalement, non plus, il n'y a pas de contrôle sur la fin de vie. Donc, l'équipe, on ne l'utilise plus. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on la supprime? Est-ce qu'on la met dans un backup? Est-ce qu'on l'archive? Donc, voilà, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser pour pouvoir gouverner Teams. Et c'est quoi les risques? Donc, on en a déjà parlé. Il y a des risques de coût. On va payer en plus pour le stockage. Il y a des risques de cybersécurité. Donc, si on a beaucoup plus d'équipes, ça devient beaucoup plus facile d'avoir des failles. Et voilà, il y a aussi des risques de productivité. Donc, les utilisateurs vont prendre plus de temps pour trouver l'information. Okay? Donc, à part gouverner les équipes, il y a un peu la même logique pour les invités et les externes. Il faut gouverner les invités et gouverner les externes. D'accord? Et on parle aussi de cycle de vie. Donc, qui a le droit d'inviter? Quand est-ce que cette invitation expire? Qu'est-ce qu'on fait après? C'est un peu les mêmes problématiques. Et pour vous donner un exemple, il y a une compagnie pour laquelle, donc un de nos clients s'est fait hacker. D'accord? Et en fait, comment est-ce que c'est arrivé? Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, Teams permet aux externes de communiquer. Donc aujourd'hui, votre tenant peut par défaut communiquer avec le mien, à part si moi je ferme les portes. Alors, cette entreprise, ce qui est arrivé, c'est que, disons que cette entreprise, c'est Altop. Il y a quelqu'un qui est parti créer un autre domaine qui s'appelle Alpop, par exemple. Il a changé le T avec le P. D'accord? Et il a pris le nom et le prénom du PDG de cette boîte-là. Il est parti envoyer un message à tout le monde chez Alpop avec un lien. Voilà. Tout le monde a cru que le PDG est en train de leur parler. Tout le monde est parti presser sur le lien et des données se sont faites voler. Donc, tout ça parce que par défaut, Teams ouvre les portes à tout le monde et il faut nous-mêmes aller les fermer. Donc, comment est-ce qu'on ferme ces portes-là? Il faut gérer le cycle de vie. Il faut décider qui peut inviter des externes, quels externes peuvent être invités, qui peut inviter des invités aussi, qui peut partager des dossiers. Quels sont les dossiers qui ont été partagés? Quand est-ce que tout ça expire? Donc, il y a plein de choses qu'il faut faire que Microsoft nous offre et que Microsoft ne nous offre pas non plus. On en parlera plus tard. D'accord? Et pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué vu que les configurations sont un peu partout. On en parlait aussi avec vous. Donc, il y a 25 endroits différents pour gérer les externes et les invités, ce qui fait que c'est un peu compliqué de gouverner. D'accord? Je vais passer au slide suivant. Donc, on a parlé des invités et des externes, on a parlé des équipes. Et là, on va parler de cette différence-là entre la propriété et la responsabilité. Donc, je vous l'avais déjà expliqué, mais je pense qu'on peut prendre un exemple ici dans la salle. Donc, si quelqu'un devait venir et gérer mon propre WhatsApp, ça serait très compliqué pour lui. Alors, vous ne savez pas ce que j'utilise, vous ne savez pas ce que j'ai besoin, vous ne savez pas où je vais pour rechercher de l'information. C'est un peu la même chose pour moi sur Teams. Je suis responsable de créer, je suis responsable d'inviter des externes, mais je ne suis pas responsable des coûts. Ce qui fait que j'invite, je crée, etc. Mais ce n'est pas moi qui est responsable de ces ressources-là. Donc, cet écart-là entre les deux fait en sorte que la gouvernance devient très compliquée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est responsabiliser plus les utilisateurs, que Microsoft ne nous offre pas par défaut. Okay? Donc, ces 3 points-là, ce soit le contrôle des équipes, le contrôle des externes et des invités, et le fait qu'il y a un écart entre la propriété et la responsabilité, fait que la gouvernance de Teams est compliquée. D'accord? Alors, qu'est-ce que Microsoft nous offre? Donc, les bonnes pratiques proposées par Microsoft, quel outil Microsoft nous offre pour gérer ces problèmes-là? D'accord? Alors là, ce que je vais faire, je pense que ça vous intéresserait, c'est rentrer dans les consoles admin et vous montrer un peu dans les consoles admin ce qui est possible. D'accord? Et puis, vous expliquer ce qui n'est pas possible. Là, je vais juste me connecter.
va aller sur Azure, on va aller sur SharePoint, Teams. Donc là, je suis en train de me connecter au central admin et à l'Azure, d'accord? Vu que les configurations sont un peu partout. Bon, je vais commencer par les invités et les externes. Okay? Donc, si on va sur la console admin de Teams, voilà, on a ici Guest Access et ici External Access. Okay? Bon, déjà, pour les guests, si on regarde, donc ça, c'est tout ce qui est possible. Donc, ça, c'est toutes les configurations possibles dans la centrale admin. OK? Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est Turn off Guest Access, ce qui veut dire que plus personne n'a le droit d'inviter des invités dans notre tenant. OK? Ensuite, voilà, on peut gérer le calling, le meeting, le messaging. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas grand-chose si on regarde là uniquement. Mais il y a des configurations dans d'autres endroits. Ensuite, à part les guests, il y a les externes. Donc là, si vous voyez par défaut, tous les domaines externes ont le droit de communiquer avec nous. Donc, ça revient un peu au même exemple que je vous avais expliqué, la compagnie qui s'est fait attaquer. Elle s'est fait attaquer parce que par défaut, n'importe qui peut communiquer avec nous. Donc là, on peut changer ça. Voilà, on peut allow only specific domains. Ça veut dire qu'on peut décider quel domaine a le droit de communiquer avec notre tenant. Et on peut faire autre chose. On peut bloquer tout le monde. Aucun externe n'a le droit de communiquer avec nos utilisateurs. Ou bien, voilà, on peut bloquer uniquement des domaines spécifiques. Donc voilà, ça c'est déjà deux endroits différents où on peut gérer des externes et les guests. Ensuite, si on va sur SharePoint, on va dans les policies. On peut aussi gérer ici un peu la même chose. Donc si vous voyez là à gauche, il y a SharePoint et à droite, il y a OneDrive. Et là, il y a 4 leviers, disons. Et voilà, on pourra choisir pour chacun de ces leviers-là quelles sont les configurations de SharePoint et lesquelles sont celles de OneDrive. Donc ça, là, on parle des documents, partager des documents. Le premier, c'est Anyone, donc n'importe qui peut partager des documents avec n'importe qui. Donc moi, aujourd'hui, je suis dans mon tenant, je peux partager des documents avec n'importe quel externe, il n'y a vraiment pas de contrôle. Ensuite, on peut choisir, par exemple, New et Existing Guests. Ça veut dire les invités qui sont déjà dans mon tenant et les nouveaux invités. Donc, quand je partage un fichier, je vous invite à mon tenant et vous avez accès à ce fichier-là. Ensuite, il y a uniquement les guests existants et puis uniquement les personnes dans mon organisation. Donc là, c'est d'autres leviers qu'on peut utiliser pour aussi gérer les externes et les invités. Okay? Ensuite, il y a encore d'autres endroits. Si je vais dans Settings, par exemple, non. C'est pas dans Settings. C'est où déjà? Sharing Access Control. Bon, c'est dans Azure. Bon, dans Azure, donc là, on a vu un peu tout ce qui est externe et guest. Dans Azure, on peut aussi gérer les groupes. D'accord? Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je vais encore parler peut-être de cette règle-là. Donc là, il y a un truc qui s'appelle Expiration Policy. Donc ça, je pense que c'est très utile. En gros, ce qui arrive, c'est qu'on va mettre une date limite pour le Teams. D'accord? On va dire, par exemple, que si une Teams n'a pas utilisé, ça fait 6 mois, que cette Teams-là on la supprime. On va supprimer cette Teams-là et on va envoyer un mail au owner, au propriétaire de cette Teams-là en leur disant, écoutez, votre Teams a été supprimée vu qu'elle est inactive. Est-ce que vous voulez la restaurer? D'accord? Ils ont 30 jours pour répondre. S'ils ne répondent pas, on va complètement supprimer cette équipe. Ce qui fait qu'il y a une façon au moins de gérer les équipes inactives. Okay? Le problème, c'est qu'on est en train de supprimer cette équipe. Elle n'est pas backupée quelque part. Donc là aussi, il faudra de notre côté gérer le backup. Donc on la supprime complètement, c'est-à-dire qu'on supprime l'équipe, les documents, le chat, voilà, on supprime tout. Il y a d'autres aussi configurations, je ne vais pas passer partout, mais voilà. Donc, désolé, la présentation, elle était là.
Donc, voilà, les bonnes pratiques. Donc là, je vous ai expliqué quelques-unes des configurations qu'il y a. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les guests et les externes, il y a plein de configurations, donc presque tout est possible. Okay? Pour Teams, par contre, pas vraiment. Donc, il n'y a pas de configuration qui nous permet de décider qui peut créer, qui ne peut pas créer des équipes, par exemple. Il n'y a pas de configuration qui nous permet de rajouter des conventions de nommage. Par exemple, on peut créer 2 équipes avec le même nom par défaut. Il n'y a pas quelque chose qui nous permet d'empêcher cela. On ne peut pas créer nos propres préfixes custom. On ne peut pas se dire, je veux des préfixes pour les départements, des préfixes pour les projets. D'accord? Il n'y a pas toutes ces configurations-là. On ne peut pas aussi permettre de réduire cet écart entre la propriété et la responsabilité. Donc, je ne peux pas donner à mes utilisateurs la capacité de gérer leurs ressources. Tout ça, ce n'est pas possible aujourd'hui sur Teams. Et c'est pour ça que... Donc, ça, c'est le gap, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des offres sur le marché. Donc, que Mackenzie va présenter. Donc oui, bonjour, moi je suis Mackenzie Bombard et je travaille avec Anis. Et donc en tant que consultante effectivement dans le domaine du gouvernance et des Microsoft 365, on a fait une étude, un benchmark pour évaluer quelles sont les autres solutions qui existent sur le marché qui peuvent aider justement à remplir ces lacunes qui existent. Et donc, ce qu'on va voir même avant que je commence, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché, justement, pour remplir ces différentes lacunes. Donc, il y a des avantages avec ceci, mais aussi certains inconvénients pour les personnes qui gèrent la gouvernance de leurs utilisateurs sur Teams. Donc, déjà, par exemple, on va avoir une solution Powell qui est très complet, qui a des dashboards très complets, qui propose aussi des scores de gouvernance aussi intéressantes. Mais qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Et c'est quelque chose qu'on va voir aussi au sein des différentes solutions, c'est qu'il existe plusieurs fonctionnalités que peut-être ne seront pas forcément les plus utiles pour votre organisation, mais quand vous allez payer pour la licence, vous allez avoir accès à cette partie, même si ça ne vous sert pas forcément dans votre organisation. Après, une autre solution sur le marché, c'est Orchestrate. Et Orchestrate, on voit qu'il y a des templates pour créer des teams, pour que les salariés créent des teams qui sont très complets, qui sont très intéressants, mais que parfois c'est trop d'informations, c'est très complexe, il y a beaucoup de choses pour la personne à gérer. Après, il y a aussi des choses qui sont très intéressantes chez Orchestrate, comme la possibilité d'avoir cette visualisation de tous les utilisateurs et cette dashboard d'utilisateurs aussi, qui est aussi très complet. Et finalement, on va avoir, surtout sur ShareGate, on va avoir énormément de fonctionnalités pour la gouvernance, et y compris un chatbot qui va être pour la personne pour solliciter, pour leur dire différentes informations, pour les aider aussi à classifier leurs différentes teams au mieux, pour que ça puisse être gouverné au mieux. Mais de manière générale, que ce soit Orchestrate, que ce soit ShareGate ou que ce soit Powell, on va voir qu'il y a des difficultés à 3 niveaux. Et les difficultés avec les prix, parce que souvent, il faut prendre des abonnements, des licences qui sont extrêmement chères, même pour des plus petites organisations qui n'ont peut-être pas autant de teams ou de personnes à gérer. Donc, il y a cette partie prix. Il y a la partie complexité, parce que comme j'avais mentionné avant, même s'il y a simplement une plus petite partie que vous voulez gérer ou que quelques fonctionnalités que vous voulez utiliser ou qu'une partie du dashboard, etc., vous allez payer pour la globalité, même si vous n'allez pas forcément utiliser tout. Et après, la dernière chose, la troisième chose, c'est que ces solutions ne sont pas faites sur mesure. C'est des solutions qui sont faites en tout prêt, tout packagé, et vous allez prendre l'intégralité. Vous ne pouvez pas modifier, moduler, changer, avoir certaines fonctionnalités que vous voulez. Vous allez, encore une fois, payer pour l'intégralité et parfois payer très cher. Je vais passer à la parole. Juste avant de passer la parole, en fait, toutes ces solutions-là font un peu la même chose. C'est quoi? C'est qu'elles gèrent la création des équipes. Donc, elles sont en train de donner du pouvoir à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va remplir un template et ce template-là va permettre de provisionner des équipes. Il y a un contrôle sur la création des équipes. Et aussi, du côté utilisateur, on va aussi donner à l'utilisateur la possibilité d'inviter ses invités avec ainsi un contrôle. Donc là, on gère les invités, on gère la création d'équipes. Du côté utilisateur,
À part ces deux côtés-là, il y a aussi le côté admin. Donc, on est en train d'offrir à l'admin un dashboard plus simplifié et on va dire une plateforme qui leur permet de faire les configurations que je vous ai montrées beaucoup plus simplement. D'accord? Donc, en fait, ils ont unifié toutes les configurations sur une page et ils ont unifié aussi la visualisation sur une page, ce qui fait que pour les admins, c'est simple à utiliser et pour les utilisateurs, il y a aussi du contrôle qui se met. Voilà, les gaps, les trous dans la raquette que j'étais en train d'expliquer, que Microsoft ne couvre pas, sont couverts par ces solutions-là. D'accord? C'est bon, c'est toi qui prends. Non, vas-y, Friday. OK. Bon, juste pour faire cette transition, donc, on a essayé d'expliquer du point de vue de Microsoft comment administrer, comment on pouvait gérer au mieux Teams à partir de leurs outils, quels sont les produits tiers du marché qui permettent de compenser justement les gaps, comme dit Anis. Donc, comment est-ce que ça peut être fait avec des produits du marché? Alors, il en existe plein d'autres, hein, faits par des éditeurs. Pour des produits d'éditeurs, c'est souvent en mode SaaS. Chez Artemis, en fait, on a pris le problème un peu différemment. On est d'abord une société de conseil, de consulting, donc on fait des projets, on accompagne nos clients. Et de cette expérience et de ces projets, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait régulièrement les mêmes demandes, les mêmes attentes. Et on n'est pas éditeur. Par contre, on a la capacité de produire, et c'est ce qu'on a fait au travers de PowerApps et d'outils qu'on a aujourd'hui dans son tenant. On avait une boîte à outils quand on a l'Office 365 de l'Azure. Cette boîte à outils, elle est là, on s'en sert peu. Et ce qu'on a fait le choix de faire chez Artemis, c'est de s'en servir et de vous le mettre à disposition. Donc, Friday 365, c'est un produit qui est né de cette logique. Ce n'est pas un produit d'éditeur, puisque nous ne sommes pas éditeurs. Donc, c'est un produit qui sera, qu'on va vous présenter, hein, c'est un peu ce qu'on appelle, nous, l'alternative de vente. C'est que finalement, vous allez pouvoir faire les mêmes choses, peut-être même plus guidées, plus orientées, parce qu'on ne va pas vous amener, vous perdre dans toutes les méandres de l'administration Microsoft ou de produits tiers qui sont vraiment très riches. Là, c'est relativement ciblé. Voilà, donc Friday 365 est une suite. C'est une suite qui va focuser aujourd'hui, on va vous montrer la partie 365 et particulièrement Teams. Mais dans Friday 365, on va au-delà de Teams. On va aborder des aspects sécurité, on va aborder des aspects gouvernance plus générale. On va également aborder sur Friday la partie intelligence artificielle, puisqu'il y a une suite, dans la suite, il y a un produit qui s'appelle Friday GPT qui, lui, permet de traiter la partie intelligence artificielle dans un mode privatif et donc de tirer tout bénéfice de ChatGPT dans votre univers. Voilà. Il n'y a pas de données qui sortent à l'extérieur, il n'y a pas de déperdition d'informations, c'est chez vous. Voilà, donc la présentation de Friday 365, donc je vais repasser la main. Je vais repasser la main à Nice sur du coup, cette petite présentation. On va vous faire on va passer en mode démo, ça sera aussi beaucoup plus interactif. Et on terminera par l'intervention de Dimitri de la société Oxia, qui montrera, donc là c'est notre témoin aujourd'hui, c'est notre client qui vient présenter, qui témoignera un petit peu de son retour d'expérience, de qu'est-ce que Friday a pu lui apporter. Et voilà, on terminera par cette partie-là, donc une démo, puis l'intervention de Dimitri sur cette gouvernance de son point de vue utilisateur. Merci. Donc, merci Bernard. Voilà, il y avait ce slide-là juste qui explique que Friday est né de nos projets. Vu qu'on est des consultants et des créateurs de solutions, voilà, petit à petit, projet par projet, la solution a été créée. D'accord? Alors, pour la démo, donc ce qui est arrivé au fait, c'est que cette solution-là, on l'a mise chez Oxia. D'accord? Donc, ça, c'est la première page que j'ai besoin et c'est la deuxième. Donc, Oxia nous a demandé d'installer Friday 365 chez eux. Donc là, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait pour eux. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution change d'un client à l'autre. Le client nous dit, écoutez, je ne veux pas ça, je veux ça, je veux enlever cette fonctionnalité, je veux donner des rôles, etc. Ce qui fait que chaque client a sa propre Friday 365, vu que c'est customisable. D'accord? Donc, on écoute le client, on comprend ses besoins, on lui explique ce qu'on a. Et puis, voilà, on trouve un middle ground, on va dire, et on crée ce que le client a besoin. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux vues. Il y a une vue utilisateur, qui est cette vue-là, avec 3 menus à gauche. Il y a une vue admin, qui offre des écrans en plus. Donc, il y a les 4 écrans en plus en bas pour les administrateurs. OK? Alors,
Pour l'utilisateur, on a dit qu'il y a deux fonctionnalités clés. D'accord? Donc, ça, c'est la page d'accueil. Mais il y a deux fonctionnalités clés. Il y a les équipes et il y a les invités. D'accord? Vu que c'est les deux plus grands problèmes qu'on voit dans la gouvernance de Teams. Donc, un utilisateur aujourd'hui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer sur Friday. Il va rentrer sur Friday à partir de Teams. Donc là, moi, je suis sur Teams. D'accord? Et là, en bas, il y aura l'application. Il va presser dessus. Donc, il est encore dans son environnement et c'est très rapide. Ce qui va arriver, c'est que ce bouton-là, qui s'appelle Create Team, va être désactivé. L'utilisateur ne pourra plus créer des équipes à partir de ce bouton par défaut. Pour créer une équipe, il devra aller sur Friday. Il devra aller dans le module Teams et il devra créer une équipe à partir de là. Vous voyez, là, on est en train de contrôler la création des équipes. Ce cycle de vie que j'étais en train d'évoquer, il commence là. D'accord? Avant de créer une équipe, si vous regardez cette vue-là, donc ça, c'est toutes les équipes que la personne a créées. D'accord? Il y a 3 équipes dans cet exemple-là. Donc là, c'est le statut. D'accord? Là, c'est le nom de l'équipe, etc. Là, on voit un peu, donc si l'équipe a été, s'il y a un process d'approbation, par exemple, si elle a été rejetée. Là, c'est un exemple d'une équipe rejetée. Je voulais créer une équipe, mon manager n'a pas vraiment, je ne trouve pas le besoin, il me la rejette. Donc, il y a un process d'approbation. Bon, alors l'utilisateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va presser sur créer, et là, il aura de l'information à remplir. D'accord? Donc, est-ce que vous voulez un Teams et un SharePoint ou un SharePoint seulement? Il va choisir. Disons Teams et SharePoint. Quel est le nom de votre équipe? Disons, je ne sais pas, marketing. D'accord? Et comme vous voyez là, il y a le nom qui est en train de s'écrire en haut à droite. Ensuite, les propriétaires. Donc là, disons qu'Henri va être propriétaire. Les membres, si je veux rajouter quelqu'un. Voilà, disons, je rajoute un membre. La visibilité. Est-ce que je veux une équipe privée ou une équipe publique? Une description si besoin. Et puis, quel est le but? Donc là, chez Oxia, ils divisent leurs équipes en 4 parties. D'accord? On peut changer aussi, c'est configurable. Donc, est-ce que c'est une équipe de projet, une équipe de département, partenaire, fournisseur, etc. Donc, disons que c'est une équipe de département. Vous voyez qu'en haut à droite, le nom est en train d'être modifié. Là, j'ai une convention de nommage qui permet à l'IT après de mieux gérer leurs équipes et qui permet à l'utilisateur aussi de se retrouver. Ensuite, la durée. Donc là, je vais mettre une durée, disons que je veux cette équipe pour 2 mois. Et après ça, l'équipe va expirer. D'accord? Et ça aussi, c'est configurable. On peut décider d'enlever cette option. Je ne vais pas créer l'équipe. Voilà, je vais la créer en fait, mais je vais enlever le membre. Là. Je vais créer l'équipe, elle va arriver là. D'accord? Elle va être in progress. Et puis, dépendamment de ce que vous avez décidé pour le process d'approbation, il y a un process d'approbation qui va se mettre en cours. D'accord? En général, ce qu'on voit, c'est que soit l'approbation se fait par son N+1, soit son manager, soit un groupe dans l'IT, soit il n'y a vraiment pas d'approbation. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Bon, à part ça, pour le module Teams, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on envoie à l'utilisateur on appelle ça des adaptive cards sur Teams. Donc, il y a un chatbot qui va parler à tous les utilisateurs, par exemple, une fois par mois, en lui disant, écoute, ces équipes-là n'ont pas utilisé, ça fait 6 mois. Est-ce que tu veux les archiver? Est-ce que tu veux les supprimer, par exemple? Donc, il y a un process qui va arriver, qui va rappeler l'utilisateur de contrôler ses ressources. Ce qui n'est pas le cas chez Oxia. Ils n'ont pas demandé cette option-là. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est le approval. C'est ce qui va me permettre d'approuver ou de rejeter l'équipe. Bon, à part tout ce qui est Teams, on va aller chez les invités. Chez les invités, on a exactement la même vue. Donc, à première vue, je vois déjà mes anciennes requêtes, disons. Là, c'est mes anciennes requêtes pour inviter des personnes dans mon tenue. Et ensuite, je peux presser sur New, nouvelle requête. Et là, je peux choisir l'équipe où je vais inviter mon invité. Je vais mettre son mail, son prénom et son nom. Et la durée de validité, et ça sera la même chose. D'accord? Je vais remplir toutes ces informations. Il y a une nouvelle requête qui va se rajouter à la table et il y a un process d'approbation qui va se mettre en place. Ça, c'est pour les utilisateurs. Okay? Pour les admins, ils ont des écrans en plus. Donc, ils ont ces 4 écrans en plus. Le premier, c'est les Teams orphelines. Quand on dit Teams orphelines, ça veut dire des teams sans propriétaire. D'accord? Et vous voyez là, l'IT, il a une vision sur toutes les équipes orphelines. Et ce qu'il peut faire, c'est presser sur ce bouton-là pour remédier au problème. Chez Oxia, quand ce bouton est pressé, il y a un compte IT qui va être rajouté en propriétaire de l'équipe. D'accord? Après, vous pouvez décider de faire autre chose, mais chez Oxia, c'est ce qu'ils ont demandé. Donc voilà, ça c'est le nom de l'équipe, la date de création, etc.
Ensuite, il y a pour les équipes inactives. Donc là, vous voyez, il y a le nom de l'équipe et il y a l'inactivité depuis. Ça fait plus de 6 mois, par exemple, que cette équipe est inactive. On nous montre le nombre de membres, le nombre de propriétaires. Et puis, il y a un petit bouton qui voilà, permet de faire une action pour cette équipe-là. Chez Oxia, ils ont demandé d'archiver l'équipe, juste de l'archiver, de ne pas la supprimer. Et voilà, si je presse sur ce bouton, boum, il va me donner un écran et je pourrais archiver l'équipe. Donc, l'équipe ne va plus être visible par l'utilisateur. Donc, on a parlé des teams orphelines, des teams inactifs et l'archivage. Ensuite, il y a la revue des guests. Donc là aussi, pour gérer les invités, on a ce petit écran. Donc, il y a le mail du guest, il y a l'équipe du guest, il y a la dernière connexion. Et aussi, là, un bouton qui me permet d'enlever les accès. Donc, ce guest ne s'est pas connecté, ça fait 8 mois. Je n'ai plus besoin d'un tenant. Je presse un bouton et je l'enlève. Quand j'enlève de l'équipe et j'enlève du tenant. Et finalement, il y a Insights. Donc, ça, c'est juste une vue de KPI qui montre pour les admins, voilà cette vue-là. Donc, le nombre de teams inactifs, ça fait plus de 3 mois. Le nombre d'invités, le nombre total d'invités, le nombre d'invités inactifs, les équipes orphelines, etc. D'accord? Et les domaines qui ont été acceptés. Donc, comme je vous le disais avant, on peut accepter des domaines spécifiques. Donc là, c'est la liste des domaines spécifiques qu'on a acceptés dans notre tenant. D'accord? Bon, comme je vous le disais avant, chez Oxia, c'est ce qu'ils ont demandé. Donc, l'utilisateur n'a pas le droit de remédier aux équipes orphelines ni aux équipes inactives. Chez Valmont, par exemple, ce n'est pas le cas. On donne le pouvoir à l'utilisateur de lui-même gérer ses invités, de lui-même gérer les équipes inactives, les équipes orphelines. D'accord? Donc, ça, c'est pour la partie Friday. Ensuite, aussi, ce qu'on fait avec Friday, c'est qu'on installe un dashboard donc, qui permet d'avoir une vue globale un peu sur toutes les ressources Microsoft 365. Donc, ça ressemble un peu à ça. Voilà, le nombre d'utilisateurs actifs. Voilà, les applications. C'est ce que va nous présenter Dimitri, peut-être. Ah, Dimitri va le présenter, d'accord. Enfin, si Dimitri veut bien. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui est offert par le marché, on peut le faire nous-mêmes. En fait, on utilise tous les mêmes technologies, qui sont les appels Microsoft Graph et les données de Microsoft et les actions de Microsoft. Donc, ce que le marché offre, on peut l'offrir aussi, nous aussi. D'accord, c'est pas très compliqué. Et voilà. Et la solution est très customisable. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être revenir sur le slide, juste pour résumer ce que tu viens de dire. Voilà, et le slide d'après. Celui-là, voilà. Là, je vais représenter, je vais repasser. Voilà, donc ça, c'est le slide que Annie va mettre à l'écran. C'est le résumé de ce qu'il vient de dire en termes d'administration. Il y a deux angles. Il y a l'angle utilisateur, où on va le responsabiliser, le guider dans un chenal pour pas qu'il fasse n'importe quoi, et puis que ce qu'il va faire, on a décidé, nous, de ce qu'on lui laissait faire. Donc ça, c'est la partie, voilà, je peux lui laisser créer des équipes, je peux lui faire ajouter des invités, mais là, il y a des workflows de validation. Il y a des choses qui n'ont pas été mises chez Oxia, donc ça, c'est assez à la carte, c'est-à-dire qu'on peut décider d'implémenter ou pas. Ça, c'est au moment où on va déployer l'outil. On va dire, ben, voilà les options que vous avez qui sont possibles et c'est ce que vous souhaitez. On va lui permettre également d'intervenir au niveau de la révision et puis de passer, d'archiver, voilà, de sortir des invités. Donc, il a la main. En fait, l'idée, c'est de ne pas charger la partie administrateur, c'est-à-dire que les admins, ils vont garder la main, bien sûr, mais tout ce qui peut être confié à l'utilisateur dans un cadre précis, on va le laisser faire à l'utilisateur. Et ensuite, il y a le point de vue administrateur dans Friday, c'est tout le pouvoir que l'on a en tant qu'admin pour dire je décide, à un moment donné, il ne s'est rien passé, l'utilisateur a reçu des relances pour supprimer son équipe archivée, il ne l'a pas fait. Moi, administrateur, dernière requête, tu veux pas, j'enlève, je supprime, j'archive. Il a ce pouvoir ultime d'intervenir sur l'administration et la gouvernance de Teams. Mais au préalable, on donne quand même le plus de pouvoir à l'utilisateur, justement pour ne pas casser c'est un peu ça l'idée, hein, c'est de dire qu'aujourd'hui, Teams, c'est extrêmement puissant, très utilisé. Donc l'idée, c'est pas de casser la dynamique que l'utilisateur. Voilà, il y a une adoption qui est forte de l'outil. Il ne faut pas casser ça. Mais par contre, il faut remettre du contrôle. C'est un peu l'idée de ce qu'on apporte avec Friday. Voilà. Je vais montrer une dernière chose, je ne sais pas si je vais le trouver, mais c'est les adaptive cards qu'on envoie sur Teams.
Voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'une adaptive card. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va envoyer aux utilisateurs une fois par mois, une fois chaque 2 semaines, dépendamment de vos besoins, une carte qui ressemble à ça sur Teams, qui va lui permettre de, voilà, déjà nous rappeler qu'il a des équipes inactives qu'il faut archiver, par exemple. Il va nous rappeler qu'il a des invités voilà, qu'il faut enlever. D'accord? Donc, c'est une carte qui ressemble à ça. Donc là, c'est un petit exemple, mais bon, vos équipes inactives, le nom de l'équipe, les dernières activités, et puis en pressant là, on arrive directement sur Friday pour pouvoir faire les actions. D'accord? Que ce soit pour les invités, mais pour les équipes, on a cette possibilité. Oui. Il est applicable automatiquement sur notre outil. Simplement, directement dans le module. Ouais. Il est dans Là, vous avez testé sur l'ancienne version de pas sur la nouvelle version de Teams. Mais bon, ça, voilà, c'est compatible aussi avec. Oui, bien sûr, c'est par compatible. rapport à Microsoft qui donne à chaque fois des ajouts web. Non, c'est compatible. En fait, l'application, elle est faite avec la Power Platform. Ouais. Je vous ai expliqué au début, Power Apps, Automate, etc. Ce qui fait que c'est compatible avec Teams très facilement. On peut rajouter l'application sur Teams très facilement. C'est l'avantage par rapport à des produits d'éditeurs, c'est que comme c'est un produit d'éditeur, il est externe, il n'est pas forcément intégré. Là, on est exclusivement dans ce que Microsoft nous met à disposition. Et donc, ça ne peut que fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on vous donne le code. Donc, on installe la solution chez vous. Et si vous avez en interne les capacités, vous pouvez changer la solution comme vous voulez. Donc, vous avez accès au code source. Ouais. Si vous n'avez plus besoin de nous, vous voulez rajouter des fonctionnalités, vous pouvez le faire en interne. Vous avez le droit de le faire aussi. Vous avez tout le code et c'est du low code. Donc, c'est très simple à gérer. Si vous voulez changer du texte, si vous voulez rajouter un bouton, une fonctionnalité, c'est très rapide. Alors, on va finir peut-être par l'intervention de Dimitri Fleury, donc, qui est DSI chez Oxia. Donc, c'est le groupe Humanis. J'arrête le partage, moi, de mon côté. Oui, enfin, de toute façon, après. Donc, Dimitri, en fait, va nous partager son écran. Il va pouvoir peut-être se présenter. Bonjour à tous. Bonjour, Dimitri. Voilà, je vous laisse la parole, Dimitri. Je vous laisse vous présenter, puis vous avez la main pour nous faire votre retour d'expérience. Donc, je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez. Est-ce que vous avez la vue? C'est parfait. Merci, Dimitri. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, donc, par rapport à ce qu'a dit Anis tout à l'heure, je vais compléter un peu plus sur la partie en fait approbation. Donc, en fait, il y a cette fenêtre-là en fait qui est visible sous Microsoft Teams. Et globalement, en fait, quand un administrateur en fait reçoit une demande d'un utilisateur, on va arriver sur un approval qui nous a été envoyé. Donc là, si je filtre sur les non lus, je vais voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été donc il y a cette petite fenêtre là qui apparaît pour valider ou pas la demande qu'a faite par exemple Anis tout à l'heure. Donc là, moi, je dis accepter ou refuser en fonction des éléments qui ont été mis dedans. Je peux à ce moment-là soit la réaffecter. Alors, comme on peut le voir, je vais fermer ici. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments qui ont été approuvés, rejetés, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement exporter pour avoir une traçabilité des éléments. Et ce qui est aussi pas mal, c'est que ici, on voit à droite la liste des personnes qui sont dans l'approbation. Effectivement, donc Anis disait que c'est totalement en fait personnalisable parce que derrière en fait c'est du Power Apps, Power Automate et géré par du SharePoint également. Donc tout ça en fait c'est géré dans ces trois éléments là. Une fois donc la demande a été approuvée, donc on voit bien évidemment donc qui c'est qui a approuvé la demande, qui c'est qui l'a envoyé. Donc ça c'est un compte de service qui permet en fait de faire tourner la solution chez Oxia. Et on voit ici le reste des personnes qui potentiellement pouvaient valider la demande. On a donc effectivement cette vue-là qu'on peut enregistrer dans ce formalisme-là. Et on a un lien en fait vers l'item. Donc là, en fait, si je clique dessus, ça va m'envoyer vers le SharePoint qui gère justement toute cette imbrication-là. Voilà. Et donc là, du coup, j'arrive sur mon SharePoint. On voit un Friday for SharePoint. Et là, je suis dans l'espace, donc avec l'élément qui a été approuvé. Donc
Donc déjà ça, effectivement, donc Anis a effectivement moi, pas mal partagé sur la partie Friday, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui est effectivement intéressant pour nous, donc ce qui a été vu tout à l'heure par rapport aux différents clients qui ont déjà Friday, effectivement, nous, en fait, l'ensemble des besoins des clients, on avait les 5 ou 6 besoins. Donc la traçabilité, effectivement, et en fait, c'est surtout une hygiène digitale parce qu'aujourd'hui, Oxia, c'est 350 personnes. Faut savoir qu'aujourd'hui, en termes d'équipe Teams, on a 380 équipes Teams. Et on a plus d'équipes Teams que de collaborateurs. Et comme disait Annie tout à l'heure, quand on regarde effectivement la partie Insight, donc là, on a 325 équipes Teams, mais on voit qu'il y a 120 équipes qui sont inactives, supérieures à 3 mois. Donc, il y a véritablement en fait des choses à faire, de l'hygiène à maintenir, et c'est pas forcément ce qu'on avait quand on est parti sous Office. Et 55 équipes orphelines, alors ça, effectivement, c'est assez impressionnant également. C'est, bah voilà, en fait, on a des utilisateurs qui vivent, qui arrivent, qui repartent, etc. Et des fois, on peut effectivement se retrouver avec des équipes, donc soit qui n'ont plus de propriétaires, et donc effectivement, comme disait Anis, on va venir y remédier, mais où, en fait, c'est surtout ces éléments-là, où quand on n'a plus de membres, plus de propriétaires, bah, alors on a tendance à dire, bah, on va supprimer directement. Oui, mais derrière, il y a toujours une réglementation, toujours une législation à respecter. Donc voilà, nous, on archive pour un certain nombre de durées, et une fois que la durée légale est passée, on supprimera. Il y a effectivement un autre élément qui a été abordé rapidement par Annie tout à l'heure, c'est la partie Power BI, donc la partie métrique un peu plus fine autour de la gestion. Donc je parlais d'hygiène digitale. Là, on rentre clairement dans le besoin de justement maîtriser l'hygiène autour d'Office. Et donc là, concrètement, effectivement, on va avoir un ensemble global. Donc d'un point de vue aussi bien de Exchange, de Teams, de OneDrive, de SharePoint, il y a un ensemble de choses. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce reporting-là, on l'a pas forcément avec Microsoft. On l'a, mais sous différents en fait admin centers, alors que là, en fait, on a une vue centralisée et comme disait Annie tout à l'heure, on peut véritablement en fait personnaliser ces éléments-là. Ce qui est effectivement aussi intéressant, c'est qu'on peut en fait filtrer par produit. Donc voilà, je fais que les éléments Exchange, je vais filtrer que par Exchange. Et j'ai effectivement la granularité sur mois par mois, etc. Sur la partie Office, je vais l'avoir aussi également. Voilà. La seule chose que je peux peut-être rajouter par rapport à ce que disait Anis tout à l'heure, c'est par rapport à la partie guest. Alors là, je vais arrêter le partage de Teams, je vais passer sur le partage de mon écran global. Moi, je n'ai rien caché. C'était effectivement donc sur la partie collaboration externe. Où là, effectivement, en fait, parce qu'Annie tout à l'heure parlait dans la partie SharePoint et Teams, la notion de guest. Donc la notion de guest, en fait, elle se gère au niveau de la collaboration externe ici. Et donc c'est là où en fait on va retrouver l'ensemble des domaines. Et ce que j'ai noté tout à l'heure aussi, c'est pour la partie SharePoint. Je pense qu'Anis, tu cherchais la partie partage externe complémentaire par rapport au domaine. Et donc du coup, il se trouve ici. Donc là, globalement, en fait, je vous remonte, de base, c'est caché, en fait, c'est juste comme ça. Et en fait, en développant ici, on a beaucoup plus de paramètres, donc notamment limiter le partage par domaine. Donc là, on vient spécifier quel domaine on autorise. On peut même aller plus loin où on dit, bah voilà, il n'y a que un groupe de sécurité qui permet de faire ces éléments-là. Voilà, j'ai à peu près retracé l'ensemble. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je développe certaines parties. Les personnes qui sont en distanciel, qui sont sur la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole. Vous ouvrez vos micros, vous pouvez poser des questions. Que ce soit à Dimitri de Tia ou à Anis d'ailleurs, ou à Mackenzie, si vous avez des interrogations. Voilà, dans le timing, on avait arrivé à la fin de la présentation, donc voilà. Si vous avez des questions, voilà, est-ce que c'est proactif? C'est-à-dire si on les plante aujourd'hui, est-ce que ça récupère ce qui était fait avant? Est-ce que on le fera de notre côté? Alors, pour répéter la question, parce que à distance, je crois qu'on n'entend pas forcément bien. Donc, votre question, c'était si on implémente Friday maintenant, est-ce qu'on peut récupérer des données, enfin des informations du passé?
En fait, on va migrer tout ce qui a été fait dans le passé sur Friday. Ça, vous aurez une solution avec, voilà, toutes vos données, soit les invités, les teams, etc. Si ce qui est bien, je ne sais pas si on en a mentionné, le pricing, Alors, non, on n'a pas parlé du pricing, donc ça fait partie des je vais en parler. questions, mais je vais dire juste un mot, hein, c'est la philosophie, donc c'est pas un produit d'éditeur encore une fois, donc il n'y a pas de notion d'abonnement. Vous pouvez avoir un modèle SaaS, mais le modèle SaaS, on se rend compte qu'il est, on a besoin à un moment donné de personnalisation, c'est-à-dire que la plupart de nos clients souhaitent à un moment donné personnaliser, et dès qu'on commence à personnaliser, on sort du modèle SaaS. Donc on est sur ce qu'on appelle des versions hosted, hein. La version hosted est à moins de 10 000 euros. Donc après, bon, là, c'est globalement en fonction de la taille d'organisation. Donc, il y a une grille tarifaire qu'on pourra revoir après. Je ne voulais pas forcément rentrer dans les détails de la partie tarification, mais retenez juste que globalement, le produit va de 5 à 10 000 euros à peu près. Pour donner des grandes. C'est relativement accessible, mais c'est surtout, c'est pas un abonnement, c'est-à-dire que vous allez payer une fois. Par rapport à des produits dont Mackenzie parlait tout à l'heure, où on est plutôt sur des échelles déjà indexées au nombre d'utilisateurs. Donc souvent, c'est en fonction du nombre d'users. C'est des abonnements annuels. Le ticket d'entrée, c'est souvent plus près des 20 000 que des 10 000. Et c'est récurrent. Voilà. Là, on est plutôt on reste une société de service. Donc nous, notre philosophie, c'est plutôt de dire on vous fournit une boîte à outils à un tarif plutôt accessible. Et après, nous, ce qu'on souhaite, c'est être là pour vous aider dans ces customisations qui font que ça va devenir votre produit. Et là, on est capable de d'aller très loin dans le niveau de customisation et de répondre à des problématiques qui ne sont pas génériques, hein, qui sont les vôtres. Ce qu'on n'a pas, ce que disait Mackenzie tout à l'heure, vous êtes sur des produits d'éditeurs, vous êtes coincé dans les fonctionnalités qu'ils vous mettent à disposition. Alors peut-être que demain, il y en aura une qui répondra à une attente que vous avez aujourd'hui, mais il faudra attendre. Alors que là, on est vraiment sur du custom, on va pouvoir customiser, en faire un produit adapté à votre organisation. Voilà l'idée de Friday. Voilà. C'est très vite rentabilisé, hein, pour information. Il est vite rentabilisé, voilà. Non, ben, en fait, nous, on s'est posé la question effectivement par rapport au coût, effectivement, enfin, vu tous les aspects que ça en dégage, hein, juste pour l'hygiène digitale aujourd'hui, avec quand on commence à regarder au niveau des aspects RSE et compagnie, on s'approche du fait que Friday, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue RSE, d'un point de vue maîtrise des hygiènes de vie sous Office, enfin voilà, c'est très très vite rentabilisé cette partie. Merci Dimitri. L'agence Friday. C'est fait la veille du week-end. Et qu'en général, on a envie de partir au week-end d'esprit tranquille. Et Friday, c'est un bon jour et c'est un bon nom. Non, en fait, Friday, c'est l'assistant dans Iron Man, c'est l'assistant de Tony Stark. C'est son assistant IA, donc voilà, le nom vient de là. Les deux sont bien. Anine, j'avais peut-être une petite question. Pourquoi l'avoir appelé Friday? Alors, c'est ce que je dis. C'était là, en fait, c'est la question. On n'a pas répété la question de. Alors, ah oui, d'accord. C'est la question qu'on m'a posée. En fait, Friday, c'est l'assistant de Iron Man dans Marvel, de Tony Stark, l'assistant IA. Ok. Voilà, en fait. C'est-à-dire, vu qu'on aime bien Marvel, c'était. Les fans de Marvel ont parlé. Voilà, les fans de Marvel ont parlé. C'est une nouvelle. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout. Si vous On a fait le tour, pareil, si vous avez des questions, encore une fois. La notion d'archive, Ouais. je disais tout à l'heure, qui équivaut, donc du coup, ça veut dire qu'on peut résoudre l'archivage sur l'archivage, soit pour les archiver sur un point dédié à part, et un point de stockage, ou sur le cloud, en fonction de la. Voilà, pour une solution de backup. Donc, la question, c'est l'archivage. Donc, en fait, chez Oxia, l'archivage, c'est très simple, en fait. Attendez, je dis c'est où? Manage Teams. En fait, vous voyez là, ça, c'est toutes les équipes actives. Et en bas, vous avez un onglet qui est archivé, les équipes archivées. D'accord? Tout ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les rajoute là. Ce qui fait que l'équipe n'est plus visible à gauche pour l'utilisateur. Tout ce qu'on fait de notre côté. Après, si vous avez une solution de backup, on peut faire en sorte de mettre cette équipe-là et les fichiers et les conversations dans le backup. D'accord? Oui, il faut penser vite au stockage. Voilà, il faut penser au stockage. Parce que la supprimer, peut-être c'est pas une option pour tout le monde. Supprimer toutes les données,
Après, ça dépend de vous. On vous accompagne aussi dans tout ça. Donc, vous avez On besoin. peut gérer aussi la distance, enfin, je le sais, parce que tout à l'heure, je pense que augmenter du stockage sur Teams. Par défaut, c'est 5 gigas. Souvent, des fois, l'utilisateur demande d'augmenter. Là, je pense sans faire du ménage là-dedans même. Voilà. À la base, 5 gigas, après, plus l'équipe pense, plus le partage se fait, peut éventuellement aussi, pareil, au travers de votre outil de réalisation, comme tout à l'heure vous disiez, ça peut tomber à la carte, on a besoin de ça. Voilà, on peut dire, tiens, est-ce qu'on pourra ajouter Oui, bien sûr. En fait, toutes les actions que Microsoft vous offre, il y a l'équivalent en API. Oui. Quelle que soit l'action, il y a l'équivalent API. Donc, nous, toutes les configurations qu'il y a sur le tenant, on peut toutes les prendre et mettre sur une page avec tous les API, très facilement. Donc, on va vous créer un bouton qui fait exactement ça, qui rajoute du stockage. On part reprendre l'API du stockage, on le link, on l'attache au bouton. Et puis voilà, on presse ce bouton et pouf, ça fait exactement ce que vous voulez. C'est ça que je vous dis, c'est très simple de customiser quoi que ce soit. Tout ce qui est possible sur les consoles admin, on peut le faire, vu que Microsoft nous offre les API. Ou bien du PowerShell, si ce n'est pas l'API. Alors, on a deux questions des personnes qui sont à distance, M. Bapu et M. Romieux. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Laurent Battu, groupe BRL. J'ai aperçu à plusieurs reprises des écrans utilisateurs, enfin destination des utilisateurs principalement, en anglais. Donc, je voulais juste savoir si vous avez prévu de franciser ou si c'est quelque chose d'un peu compliqué. Enfin, je ne sais pas, parce qu'une carte utilisateur envoyée une fois par mois en anglais, invitant à archiver leurs équipes inactives, c'est un peu ennuyeux, par exemple. Donc, est-ce que c'est parce que Donc, la réponse est oui. Ouais. Alors, c'est le choix d'Oxia, je crois, parce qu'on a utilisé l'interface et la plateforme d'Oxia. Et le choix d'Oxia, c'était l'anglais. Dimitri, je ne sais pas si vous me corrigez si. Oui, en fait par défaut, la solution Friday est fournie en anglais. Nous, on n'a pas de contraintes particulières sur la notion d'anglais, mais en fait, c'est ce que j'allais répondre par écrit, mais je laissais d'abord Artemis répondre. C'est qu'effectivement, en fait, tout est automatisable étant donné que les champs texte, etc., c'est dans du Power Apps, dans du Power Automate, etc. Donc, en fait, tous les éléments d'affichage qu'on voit sont automatisables et on peut les modifier. On peut même carrément autre chose. Hein. Tout est modifiable. Donc, la réponse est oui. En France, c'est la version. Enfin, il y a le Friday français existe. Mais il pourrait aussi être en italien, en allemand. Je vais vous montrer comment c'est facile. Donnez-moi juste 2 minutes que je me connecte. Je vais vous montrer comment c'est facile de changer la langue. Pour que vous compreniez que quand je vous dis c'est du low code, ça veut dire quoi? C'est hyper simple, c'est hyper rapide. On peut changer la langue en. Je ne sais pas si j'ai les accès là. Voilà. Donc regardez, si je veux changer la langue ici, je presse là, à base de créer team, je vais mettre create team. Voilà, maintenant c'est devenu en anglais. Ça m'a pris 3 secondes. Vous voyez, c'est du low code. On voit que l'interface elle était en français d'ailleurs. Tu viens de la changer en anglais, mais. Ouais, je viens de la changer en anglais. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est du low code. Je presse sur le composant. Je vais sur la propriété qui est texte. Si vous regardez en haut à gauche, ici. D'accord? Et puis ce que je fais, c'est que je change le texte. Donc, vous la voulez en anglais, en français, vous voulez rajouter des boutons, des couleurs, des fonctionnalités, c'est très rapide. Et toutes les vues sont à gauche. En fait, toutes les vues sont dans la liste de gauche. Et globalement, alors effectivement, dans certaines vues, ça se trouve, certaines sont restées en anglais. Et donc, du coup, il faut juste venir dans cette vue-là et modifier l'anglais par le français. On vient de faire. Ça, c'est peut-être pour compléter. C'est comme on disait tout à l'heure, donc quand vous achetez les Friday, on va vous accompagner pour la mise en œuvre de l'outil. C'est au moment de cette mise en œuvre où va se faire la customisation langue anglais, français. Donc voilà, le produit est pas, on vous le jette pas entre les mains et débrouillez-vous. Ça fait partie du prix de la base en fait, c'est de faire cette mise en œuvre de base minimum, au moins déjà le langage et puis après l'intégration dans votre tenant. Très clair, merci. Merci pour la question. Et puis, il y avait M. Romieux aussi qui avait une question, je crois. C'était Emmanuel Romieux de BRL aussi, je crois qu'il y avait une question, mais s'il n'y a plus de questions. Et peut-être la même question que M. Battu.
Oui, tout à fait, oui. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. J'ai une question. Au niveau du pricing, le pricing, c'est par tenant. Nous, on a plusieurs tenants. Et si on met la solution sur un tenant, on peut la mettre sur deux tenants. Ah ouais, bien sûr. Donc, non, c'est pas partenaire. On la met partout. On l'achète une fois et après, nous, on peut récupérer la source et la mettre à Il lui. ne juste pas le revendre. Mais oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. D'autres questions? Sur vos expériences personnelles au niveau des outils Microsoft, ce qu'on vous a montré, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'explorer et d'aller dans ces niveaux d'administration de la plateforme Teams? Vous l'avez déjà vécu? Ce que je disais, c'est que c'est du ouais. Oui, plus c'est version mode, plus enfin, on manipule une chose. Et puis là, l'idée, c'est qu'aussi on implique quand même aussi l'utilisateur. Ouais. À le responsabiliser directement. Là, c'est un problème, c'est l'exemple de tiers, vous avez tout ça. Ouais. Teams. Ouais, je ne peux pas ça. D'accord. Si. Donc, j'ai un client. Actuellement, je suis en train de faire un état, justement. Il y avait 4737 Teams. Avec 4737. Exactement. Seulement, au travers de la console, je vois. C'est un peu compliqué d'amener. En plus, on a mis en place Teams, c'est vrai que du coup, jusqu'à présent, on avait des demandes, avec que sur du SharePoint, avec des demandes, pas tout. On peut parler dans le mec des charges, la demande qu'il y avait. Là, on est très calme pour pratiquement les utilisateurs. On se fait un Teams, on se fait un Teams, tout de même, on voit que là, ils sont côté aussi la partie externe. On a montré là des problèmes externes, justement. Quand on fait des rappels, alors après, des fois, on a l'impression que c'est l'informatique qui sont là derrière la dessus. Non, c'est pas une c'est automatiquement. Après, il y a ces... On offre des informations de sécurité. Non, exactement. Il y a l'histoire du déploiement de l'accélération de Teams en entreprise, c'est aussi le confinement, le télétravail. Et tout ça fait qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont accéléré le déploiement de Teams avec tous les travers qui sont quand on va vite et qu'on ne fait pas forcément, on met pas les guides qui vont bien. L'adoption, elle se fait un peu comme les gens le font, se l'approprient et avec les travers que ça porte. En fait, ce qu'on voit de nos clients, c'est que c'est impossible de gouverner Teams si vous n'avez pas un outil. Que l'utilisateur n'est pas responsabilisé du tout. Après, contrôler, c'est vraiment impossible. Oui, c'est ça. Donc, on va arriver à quand même bloquer la création de Teams par les utilisateurs. Voilà. Il n'y a que les admins qui peuvent en créer. Et c'est vrai que les invités, sur ça, on ne peut pas le faire. On va passer. On a un nombre d'invités qu'on maîtrise plus. Voilà. Et ce qui est bien sur Private, c'est qu'en fait, on désactive dépendamment de vos besoins. Et on désactive l'invitation pour tout le monde. Si vous voulez inviter quelqu'un, vous le faites seulement à travers Private. Ouais. Donc là, on suit un peu les règles de contrôle. Donc, OK, on peut inviter des invités qu'à travers Private. Il n'y a qu'une personne, par exemple, qui va donner le consentement. Ouais, il y a un contrôle qui se fait. Bonjour. Désolé. Un peu en retard. De ce côté aussi, des fois, le conflit qui peut y avoir aussi un peu d'éviter. Certaines sont évitées. Bon, au travers là, j'ai testé aussi pour les parents de groupes qui sont faits au travers de trucs. Qui vous créent un Teams à l'envers, quelque part. Et du coup, ça permet aux utilisateurs de gérer, d'éviter plus facilement que à l'accès sur le site. Que le site, L'invitation par email. L'invitation par email. Sauf qu'après, en même temps, ça arrive que sur voilà. Et en même temps, vous invitez les personnes externes et abonnez aux activités. Pourquoi? Parce que, à leur aventure, on a rencontré que cette personne était invitée. Pardon. Et après, il y a une inactivité. Du coup, si nous, de notre côté, on ne supprime pas, on va venir. C'est compliqué. Là. Parce que là, du coup, c'est du Teams à l'envers. Hein. Et du coup, maintenant, les gens, comme souvent, des fois, on va faire un petit peu de ménage.
compris la manipulation. C'est de bloquer. Voilà. Il a dit, ok, il n'y a pas par là. Et après, du coup, après, c'est une information qui ne maîtrise pas tout. Et le problème, comme ça. Vous êtes agréé à l'IGAP? On est au travers de deux plateformes. Il y a la RESA, déjà, et on est en discussion avec CIH pour. C'est une discussion. RESA, c'est uniquement pour l'infrastructure. Alors, comme notre produit, c'est plus du service, on peut plutôt passer sur une partie de prestation de service. Vous avez compris que le prix du produit, ce n'est pas forcément l'enjeu majeur. Hein, ça pourrait être de la prestation de service à 100%. C'est ce qui fait que parfois les plateformes demandent de le faire sous forme de prestation. Et ce n'est pas le produit. Vous n'allez pas le trouver dans le catalogue, en fait, ni RESA, ni. Oui, c'est ça qui m'implique, parce que si on passe par RESA, normalement, il faut que ça soit catalogué. Non, là, il n'y a pas de. C'est pas le produit. On n'est pas considéré comme éditeur, voilà. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile sur ces plateformes de se procurer le produit, puisque finalement, c'est du consulting. C'est des journées de consulting. On vient faire un paramétrage de votre tenant Office 365 ou Azure. Ça se résume à ça. Pas de produits achetés, il n'y a pas de. Et quel que soit le tenant, parce que moi j'ai un tenant gratuit. Et donc... Le tenant, ça reste le même. Hein. Vous n'avez juste pas de facturation, mais vous allez chez Microsoft, vous avez les mêmes outils, les mêmes licences. Je ne pense pas qu'il y ait des restrictions particulières au niveau des usages. Donc oui, c'est pareil. Voilà. En tous les cas, donc, s'il y avait d'autres questions, vous savez où me trouver. J'ai ma question sur Teams, nouveau Teams sur Mac. Je te l'ai posé là. Il faudra regarder. Alors, je voulais juste finir, sauf si vous avez des questions, donc on peut encore continuer. Peut-être libérer les personnes qui sont à distance, et puis ceux qui veulent rester. Donc, il y a le café, ça reste le café Microsoft. Donc, je voulais juste vous remercier déjà d'être venu, d'avoir assisté à cette présentation. C'était le premier café Microsoft, puisqu'il va y en avoir d'autres. Donc, l'idée, c'est sur ce format, 1 heure, un thème. Voilà. En général, il y a une promesse de faire ça sur 1 heure, on essaie de s'y tenir. Après, vous êtes libéré, vous pouvez retourner à votre administration et à vos outils. Le jour où vous aurez Friday, vous aurez plus de temps. Vous aurez beaucoup de temps. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, merci pour votre participation. Et puis, voilà, après, on peut revenir, individuellement, on pourra creuser les sujets en discussion avec certains d'entre vous. Voilà, on peut affiner et puis parler de customisation, puisque c'est quand même ça l'idée aussi de ce produit. Il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Il reste du café, des boissons, des pains au chocolat. Et puis, on a un petit cadeau à vous remettre avant de partir. C'est pas une licence Friday. Je peux vous expliquer rapidement ce que c'est. Oui, s'il vous plaît. Ouais. C'est comme le Wi-Fi. Bon. Personnalisé. Avec plaisir. Au niveau des coordonnées, moi, je vais Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.